Bonsoir et merci de vous joindre à nous sur Canal Algérie et dans l'émission Vision. Les récents développements sur la scène régionale, particulièrement et internationale plus généralement, nous imposent de réfléchir à notre résilience diplomatique et sécuritaire mise à rude épreuve. C'est peut-être parce qu'Alger pratique un leadership régional loin des projecteurs et contre les politiques d'ingérence agressive qu'elle rejette farouchement. C'est peut-être aussi la discrétion de plusieurs initiatives algériennes de paix et de coopération sécuritaire, souvent copiées par des mécanismes creux dirigés de l'étranger qui sapent ses efforts. La diplomatie politico-sécuritaire de notre pays est sans nul doute mal documentée ou en tout cas volontairement minée. Les crises et menaces sécuritaires de ces 10 dernières années dans désormais presque tout le Maghreb et au Sahel nous prouvent qu'il y avait bien ou qu'il y a bien désormais un nouvel agenda géographiquement étranger à la région et qui a pour but d'abord et surtout d'étouffer toute tentative de coopération ou d'union entre les pays de la région. Vision reçoit ce soir M. Nourdine Djoudi, diplomate de carrière. Vous êtes ancien Moudjahed, M. Djoudi, et ancien secrétaire général adjoint de l'OUA, actuelle Union africaine. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, une question peut-être simple comme ça, mais elle ne l'est pas en réalité. Est-ce que selon vous, il est trop tard désormais ou impossible, au vu de la situation régionale, de fonder une vraie coopération coordonnée, une coopération sécuritaire dans la région sans ingérence étrangère, pardon? Non, le mot impossible est un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire parce que je le lis, si vous voulez, à l'histoire. L'histoire de notre pays, oui, qui depuis des millénaires n'a jamais pris le mot impossible pour quelque chose de définitif. Je sais qu'au déclenchement du 1er novembre, peu de gens croyaient véritablement à la possibilité pour l'Algérie, avec le peu de moyens qu'elle avait, d'affronter une puissance comme la France. Donc je crois que dans toutes les circonstances, quelles qu'elles soient, tout dépend de la volonté que nous affichons, de la manière dont nous gérons notre pays et de la manière dont nous nous organisons dans nos contacts avec les différents pays et notamment ceux qui nous entourent. Je crois que... Particulièrement, vous voulez dire? Particulièrement, oui, notamment particulièrement les pays qui nous entourent. Parce que depuis une vingtaine d'années ou même plus, ce qui se passe actuellement n'est que le prolongement de quelque chose qui a existé depuis très longtemps, en fait, depuis le mandat britannique en Palestine, on remonte jusqu'aux accords Sykes-Picot. Et puis ensuite, il y a eu toute une série d'événements. Et là, nous assistons peut-être à la dernière phase de ce plan. On pourrait peut-être parler de théorie du complot, mais je ne pense pas que c'est un complot. Il y a des faits avérés qui prouvent que tous nos pays ont subi des chocs ou une période de trouble parce que ça a été agencé, agencé par des forces extérieures. Préparé en fait, ouais, de longue date. Exactement. Exactement. Donc c'est à nous, à partir de notre analyse des événements passés et actuels, que nous pouvons définir à ce moment-là la conduite à tenir pour... Alors, Monsieur Djoudi, vous êtes revenu au 1er novembre et vous me tendez la perche pour ma prochaine question. Je ne sais pas si vous le connaissez, Robert Malley, qui est président de l'ONG internationale Crisis Group et ex-conseiller de Barack Obama, oui, a beaucoup travaillé sur notamment la diplomatie algérienne et il dit « La politique étrangère algérienne est façonnée par son propre héritage, marquée par un colonialisme violent, des révoltes, la guerre d'indépendance et une guerre civile. » Avons-nous une approche différente de la diplomatie? Vous parlez des pays qui nous entourent justement, qui sont très attirés par, je ne vais pas dire l'ingérence, mais en tout cas la solidarité étrangère, ce qui n'est pas notre cas. Non, M. Malley est le fils de quelqu'un qui était un ami intime, Simon Malley, qui lui était le fondateur de Afrique-Asie, et qui était un ami fidèle de l'Algérie, qui avait des analyses très pointues sur la situation. Et je crois son fils, bien qu'il ait été à un moment donné conseiller au niveau de la présidence aux États-Unis, est un homme qui a suivi pratiquement le genre de la même voie. Oui. Oui. Oui, donc je pense qu'il a des analyses assez précises sur la situation.
Mais est-ce que c'est vrai, cette approche de la diplomatie algérienne qui est fondée sur un sens de la responsabilité qui est lié à notre héritage historique? On revient toujours à ce que nous avons vécu. Vous savez, un pays n'a pas d'avenir si son avenir n'est pas basé par l'expérience du passé. Oui. Je ne veux pas dire par là qu'il faille rester dans les méthodes du passé. Mais nous avons vécu une expérience qui est utile. Et à partir de cette expérience-là, il faut savoir l'adapter aux nouvelles données. Par exemple, quelqu'un disait que tout de suite après l'indépendance de notre pays, en 1962, nous avons engagé ce qu'on appelait une diplomatie de combat. D'ailleurs, beaucoup de nos ambassadeurs à l'époque, et notamment en Afrique, étaient des gens qui étaient issus de l'ALN. Moi, par exemple, en Afrique de l'Est, j'ai eu le marhoum Qara Abdelaziz qui était en Afrique de l'Ouest, etc. Donc, il y avait encore ce sens du combat, de la prolongation du combat, parce que selon même les dires de l'ancien chef d'état-major et futur chef d'État, Houari Boumediene, que notre indépendance n'était pas complète sans l'indépendance de tout le continent africain. Il a fait d'Alger la Mecque des révolutionnaires. Exactement. Il avait une vision très lointaine de l'Algérie ne pouvait pas être indépendante si on avait toujours la menace du colonialisme à nos portes. Et c'est pour cela que dès 1958, quelqu'un m'avait posé la question me disant « mais je ne vous comprends pas, vous combattiez la France qui est très puissante, et puis vous vous permettez d'aller former des combattants d'autres colonies, et vous ajoutez à votre liste un autre ennemi. » En l'occurrence, c'était le Portugal, pour ne pas le nommer. Je lui dis, écoute, chez nous, il y a cette africanité n'est pas une africanité de circonstance. C'est quelque chose qui est pratiquement génétique. Oui. Et j'en veux pour exemple 200 ans avant l'ère chrétienne, plus de 200 ans avant l'ère chrétienne, un certain Massinissa, donc qui était ce qu'on appelait la Numidie, qui est l'Algérie actuelle. Oui. Après avoir été l'allié de Rome dans la conquête de l'Espagne, lorsque Rome a voulu imposer sa pax romana sur tout l'ensemble méditerranéen, il lui a adressé une mise en garde en lui disant « Attention, ne mettez pas les pieds en Afrique, je suis africain ». Vous voyez, ça remonte quand même à très loin. Très loin, oui. Et c'est resté dans nos gènes. C'est pour ça que l'Algérie a... Est-ce que nous ne sommes pas un peu isolés dans cette approche, vis-à-vis des pays, en tout cas, voisins, déjà? Non, évidemment, on essaye de nous isoler. On essaye de nous isoler. Et peut-être qu'il aurait fallu que l'on continue à garder cette flamme qu'on avait au début. Oui. Parce que je sais, par exemple, il y a un exemple très simple, c'est que jamais, par exemple, le roi du Maroc n'avait mis les pieds à l'OUA tant que Boumediene était là. Ce n'est qu'après la mort du président Boumediene, qu'il est venu pour la première fois au sommet de Nairobi. Donc il y avait, si vous voulez, pour les Africains de manière générale, oui. Que ce soit une aura. Que ce soit ceux qu'on appelle progressistes ou ceux qu'on qualifie de réactionnaires, etc., oui. Ils avaient tous une admiration pour l'Algérie. Oui. La révolution algérienne a pas été rien qu'en Afrique, M. Djoudi. Oui, pas rien qu'en Afrique. Non, pas rien qu'en Afrique. Il y avait une aura dans le monde entier. Absolument. J'y venais justement dans le monde entier. Parce que, écoutez, lorsque vous voyez un jeune sénateur aux États-Unis qui prend le risque de faire une déclaration fracassante sur le droit à l'indépendance de l'Algérie. Oui. John Fitzgerald Kennedy. Ouais. Bon, évidemment, ça a hérité profondément la France de Gaulle, mais déjà, à l'étranger, on prenait conscience de la question algérienne. Tito, qui reconnaissait la Yougoslavie, qui reconnaissait de jure le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et évidemment, il y avait les pays arabes, pays africains indépendants, etc. Mais il y avait tout de même une espèce d'admiration pour ce peuple, qui, avec peu de moyens au début, a réussi quand même sa révolution armée. Effectivement, mais on va revenir à quelque chose qui est plus contemporain. Vous parlez de cette aura de la révolution algérienne, notamment en Afrique. On dit qu'Alger a tourné le dos à l'Afrique depuis au moins une vingtaine d'années. Mais il y a certaines, on va parler un peu chiffres, on va donner quelques chiffres qui ne sont pas des chiffres officiels, qu'on retrouve dans des études autour de la diplomatie algérienne par des experts. L'Algérie a par exemple aurait dépensé au cours des 10 dernières années une estimation de à peu près 100 millions de dollars
dans différents pays, au Mali, Tchad, Niger et en Libye, ainsi qu'en Mauritanie, afin de leur apporter, former des forces spéciales, fournir des équipements aussi adéquats. L'Algérie assume jusqu'à 60% de la charge de la lutte contre le terrorisme dans la région, sans parler, en 2012, l'année où Alger a effacé une dette, a annulé une dette de 3 milliards de dollars de 10 États africains. Et pareil en 2013, de plus de 902 millions de dollars pour 14 pays africains. Malgré cela, nous n'avons pas aujourd'hui récolté les dividendes, on dirait, de cette solidarité, de cette coopération. Pour quelles raisons? Moi, je ne peux qu'émettre qu'un avis tout à fait personnel, basé sur un peu mon expérience d'Afrique. Je pense que s'il y avait au niveau des autorités algériennes une vision où il fallait aider un certain nombre de pays. Comme vous le dites, je ne connais pas les chiffres exacts parce que j'ai toujours été très nul en comptabilité. Mais il y a le fait que nous ayons aidé financièrement 14 pays. Cela signifiait que l'Algérie était toujours là, fidèle à ses engagements sur le plan panafricain. Mais encore fallait-il que ce soit suivi par des actions concrètes. Par exemple, je prends par exemple sur le plan économique, sur le plan commercial. J'aurais souhaité pour ma part que nos privés, par exemple, cessent de regarder constamment vers le nord, alors qu'ils sont invités à venir faire des réalisations en Afrique. Et l'Algérie a les moyens de s'implanter en Afrique, par exemple, sur le plan comment dirais-je, de la technicité de certaines entreprises, sur le plan de la création d'un échange. Pourquoi voulez-vous, par exemple, que l'on aille chercher, je prends un cas bête, mais comme il est évident, lorsqu'on savait que Blida, par exemple, était réputé pour la qualité de ses roses, et qu'aujourd'hui, des privés vont faire venir des roses du Kenya en passant par Amsterdam ou par Dubaï. Vous voyez, c'est là, il y a une nécessité pour nos entreprises aussi, pas seulement publiques, mais les entreprises privées, de suivre le mouvement. Oui. Or, nous restons un peu figés dans l'ancien système, c'est-à-dire nos relations avec l'Europe, nos relations avec des pays francophones d'Afrique, comme par exemple la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, oui. Mais on ignore des pays comme le Nigeria. Récemment, par exemple, un diplomate tanzanien me faisait la réflexion, il disait nous produisons énormément d'avocats, par exemple, et qui sont excellents d'ailleurs, puisque j'étais là-bas. Mais pourquoi voulez-vous qu'on aille les chercher par le biais de l'Amérique latine, par le biais de la France? Plus grave encore, il est arrivé un moment où, par le biais des trabandistes, on a fait rentrer des produits israéliens sous l'étiquette marocaine. Vous voyez, alors il y a quand même une obligation de ne pas se baser uniquement sur le gouvernement, sur les actions du gouvernement. Oui. Il faudrait que la société globale, civile s'implique. Notamment. Et je passe mon temps à dire à des privés qu'il est grand temps qu'ils mettent en action, qu'ils profitent de cette volonté des pays africains de vouloir commercer avec nous, de vouloir créer des bases concrètes entre nous. Étendre cette coopération au segment économique. Oui. Oui. Alors, moi, j'aimerais revenir à quelque chose de plus, du segment sécuritaire en Afrique. Il y a ces mécanismes sécuritaires algériens systématiquement copiés par la France, pour ne pas la nommer. Il y a le CEMOC algérien contre le G5 français. De même qu'en 2000, le CEMOC a été copié par le G5. C'est un peu le même mécanisme avec les mêmes pays. Il y a en 2014 la France qui a lancé l'unité régionale de fusion et de renseignement qui ressemble à s'y méprendre à l'UFL d'Alger. Que peut-on dire sur l'implication aujourd'hui, peut-être plus que jamais, de la France dans l'Afrique du Nord notamment, ou en Afrique en général? Vous savez, les positions de la France sont assez ambiguës. Et je voudrais d'ailleurs, dès le départ, je voudrais préciser une chose qui est très importante. Lorsque je parle de la France ou lorsque je parle du Maroc, je tiens à préciser ce que j'ai appris au niveau de la LN, au niveau de l'armée, ce que j'ai appris, c'est qu'il ne fallait jamais faire l'amalgame entre un peuple et
une structure gouvernementale. Évidemment. Par exemple, nous avions eu des appuis au sein du peuple français pendant les luttes de libération nationale, ce qui n'était pas le cas de certains dirigeants français. Et je ne parle pas, par exemple, de Lacoste, avec les pouvoirs spéciaux en Algérie, etc. Au niveau du Maroc, lorsque je dis le Maroc, je ne parle pas du peuple marocain que je respecte, Oui. avec lequel nous partageons tellement de choses, mais qu'il y a une politique liée au Marsen. La France, en réalité, c'est bien, a été forcée par les événements, par les soulèvements populaires, etc., elle a été forcée de se retirer du système colonial. Mais elle lui a substitué un système encore plus sophistiqué. C'est-à-dire que vous avez une indépendance formelle, mais elle continue à avoir un certain contrôle sur le plan économique, financier, etc., ou même politique. Alors, encourager, par exemple, des formes de corruption, alors qu'elle sait parfaitement qu'elles existent. C'est parfaitement que... Je prends le cas, ce qui m'a un peu étonné pour quelqu'un que je méprisais beaucoup, mais qui avait dit quelque chose de très vrai, l'ancien dictateur Mobutu Sese Seko. On lui avait dit, Monsieur le Président, vous êtes un personnage corrompu. C'est un journaliste français qui lui posait la question. Et il lui a répondu, oui, je suis corrompu. Mais pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur, et vous êtes le corrupteur. Alors, il y a cette ambiguïté des déclarations d'amitié, et dans le même temps de certains actes qui sont absolument à l'encontre de la construction du véritable amitié. Et justement, certains experts affirment aujourd'hui qu'en mordant à l'appât expansionniste, Rabat devient le ventre mou de la région, avec une remise sous protectorat de Rabat ou du Maroc, protectorat français évidemment, j'entends. C'est une stratégie de réinvestissement de la France, du Maroc, et un rapprochement militaire aussi avec Israël et les États-Unis. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire par le réinvestissement de la France par un système plus sophistiqué ? Je pense, oui, mais il faudrait peut-être aller un peu plus loin pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que les accords d'indépendance du Maroc, par les négociations de... non, m'échappe en ce moment. Lorsque le Maroc a négocié son indépendance en 1956, 56, oui. Bien que nouvellement indépendant, le Maroc n'avait aucun contrôle sur la gendarmerie française, sur les Algériens vivant au Maroc. C'est-à-dire que dans le cadre des accords, la France continuait à avoir une certaine autorité qui relève du protectorat sur toute personne qui était de nationalité française, de sujet français. Nous n'étions pas des citoyens français, nous étions des sujets français. Ah oui, bon. Alors, il y a eu cela, et il y a eu derrière, bien sûr, les lobbies. D'une part, il y a les lobbies français, intéressés par tout ce qu'ils pouvaient soutirer économique, sur le plan économique, qu'ils pouvaient soutirer du Maroc. Et puis en sous-main, il ne faut pas l'oublier, que la reconnaissance, ils disent bien le rétablissement des liens. Pas l'établissement des liens, le rétablissement des liens. Ces liens entre le pouvoir du Marsen d'une part et Israël d'autre part sont des liens qui existent depuis toujours. Et il ne faut pas penser que nous n'étions pas au courant. Nous étions parfaitement au courant de la situation et nous étions préparés à ce que nous en aboutissions au genre de situation où nous sommes actuellement. Et vous avez par exemple, ce qui se passe, c'est qu'au sein même du régime marocain, vous avez quelqu'un qui se dit conseiller du roi, mais qui en réalité est un véritable patron. Azoulay, qui est à la fois cornaqué par la France et en même temps un militant d'Israël et qui est à la base d'ailleurs de tous les développements auxquels nous assistons. C'est l'architecte en fait de... Absolument. Oui. De toute cette situation, notamment absolument. au Maroc. Je prends un cas sur lequel j'ai travaillé au niveau de l'OUA. Lorsque vous prenez le cas de l'UNESCO, il y a un gentleman's agreement qui veut que jamais un citoyen du pays de siège ne soit directeur général d'une institution des Nations Unies. Normalement, un Américain ne peut pas être secrétaire général des Nations Unies. Un Italien ne peut pas être directeur général de la FAO, etc. Eh bien, malgré cela, l'influence de Azoulay a fait qu'on a dérogé à cette règle et qu'on a fait nommer sa fille
directrice générale de l'UNESCO. Vous voyez ce genre d'opération qu'on ne voit peut-être pas, mais qui en fait sont très significatives. Oui, et qui pèsent évidemment Absolument. À différentes sphères. Ce sont des liens diplomatiques. des liens très étroits. Et finalement, vous savez, pourquoi est-ce que je dis, j'évite de parler, de dire les Juifs, que je sépare du terme sionisme. Oui, évidemment. Lorsque je prends le cas, par exemple, de quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, un éminent professeur à Boston, Noam Chomsky, qui est un juif pratiquant. Oui. Eh bien, c'est l'ennemi juré d'Israël. À ma connaissance... Du sionisme, particulièrement. Oui, à ma connaissance, c'est le seul citoyen américain qui est arrivé à Tel Aviv, a été refoulé sans que Washington ne réagisse. Vous voyez, alors il y a quand même... C'est une sommité, effectivement. Alors, je voudrais vous poser la question, puisqu'on en parle, du Sahara occidental. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, est le plus alarmant, le plus inquiétant aujourd'hui? Est-ce que c'est la reprise de la guerre, tout simplement, entre la guerre de libération pour les Sahraouis, dans ce territoire du Sahara occidental, entre les Sahraouis et le Maroc, et l'instabilité régionale que cela peut engendrer, ou alors ce deal américano-marocain de reconnaissance unilatérale de la marocanité du Sahara? Qu'est-ce qui est pour vous le plus dangereux aujourd'hui? Vous savez, je pense que les deux choses sont liées. Pour ce qui est du deal américain, il faut d'abord savoir que l'opération de reconnaissance de la marocanité du Sahara marocain par M. Trump n'est qu'une opération qui ne relève que de M. Trump et non pas de l'Amérique en tant que telle. J'en veux pour preuve. C'est le président de la République. C'est le président partant et qui est actuellement en train de prendre des tas de décisions qui seraient d'abord, qui mettraient qui créeraient des difficultés à la prochaine administration, oui, à Joe Biden, mais qui en même temps sont le résultat de l'influence de sa fille et de son gendre, Kushner, qui eux, en fait, ce sont eux qui dictent la politique d'Israël. Et la politique de reconnaissance ou d'établissement des relations officielles entre certains pays arabes et Israël, c'est finalement, c'est M. Kushner et sa femme qui sont derrière l'opération, qui ont influé sur Trump. Et revenons à l'histoire de l'inquiétude, on peut être inquiet de la situation sans pour autant être angoissé, parce que nous nous attendions à ce genre de choses. Mais s'agissant de la reprise des combats, oui, d'abord le Maroc a violé, encore une fois, les accords qu'il y avait sur le cessez-le-feu entre le Polisario et le Maroc. Alors qu'il y avait cette première résolution. Il y a plus que cela. Oui. Au titre de secrétaire général, j'ai ramené un papier parce que, vous savez, avec l'âge, quelquefois, on a tendance à oublier les termes exacts. Alors, il faut rappeler que vous étiez secrétaire général adjoint à l'OUA. Mais j'étais présent à Nairobi. Oui. J'étais présent à Nairobi. De l'autre côté, en face de moi, il y avait le roi Hassan II qui assistait à la réunion. Oui. Et à ce moment-là, l'OUA avait pris une résolution qui demandait l'organisation d'un référendum. Et dans le préambule de la résolution sur le Sahara occidental du 24-27 juin 81, il est dit dans le deuxième point du préambule que les chefs d'État africains se félicitent de l'engagement solennel de Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc d'accepter l'organisation d'un référendum sur le territoire du Sahara occidental. Et qui plus est, pour l'application de ce référendum, on avait mis sur pied un comité de mise en œuvre qui, lui, spécifiait des conditions de tenue du référendum et dans lequel il est dit, à son point 5, le peuple du Sahara occidental aura les choix suivants: A, l'indépendance, ou B, l'intégration au Maroc. Il n'y avait que deux voies possibles, oui, sur le référendum, et ce référendum a été approuvé solennellement par Sa Majesté Hassan II. Oui. Bon, ce qui s'est passé en fait, c'est que, sans trahir certains points confidentiels, je crois que ni nos frères sahraouis ni certains pays africains n'étaient très contents de référendum, parce qu'on était un peu étonnés
de cette acceptation rapide de Hassan II. Donc, il suspectait, et nous-mêmes, nous avions cette réserve. Nous nous disions, si le roi Hassan II a accepté aussi vite, c'est que derrière, il doit y avoir quelque chose. Et effectivement, rentré à Rabat, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le référendum ne peut être qu'un référendum de confirmation. Et on introduit la notion d'autodétermination. Or, la résolution est claire. Et cette résolution a été transmise au groupe africain à New York et adoptée par les Nations Unies. Oui. Donc on revient, si vous voulez, au départ, à certains engagements qui ont été violés dès le départ. Maintenant, lorsqu'on dit que la RAST, la République arabe sahraoui, a repris le combat, je me réfère à ce qui se passait dans notre propre cas. Donc, généralement, on dit que bon, nous avons remporté une victoire sur l'armée française, etc. Mais si vous voulez la vérité, les dirigeants à l'époque du FLN, ALN, étaient des gens extrêmement conscients. Ils savaient que jamais nous ne pouvions remporter une victoire totale sur l'armée française à l'image de Dien Bien Phu. Ce n'était pas possible. Nous n'étions pas dans les mêmes conditions que le Vietnam. La même composition, mais par contre, l'objectif, c'était par la lutte armée et par la mobilisation du peuple autour de son armée de libération nationale, c'est de contraindre la France à s'asseoir à la table de négociation. Et de ce fait, c'est une révolution populaire. À partir du moment où elle s'assoit à la table de négociation, elle reconnaît de facto le FLN comme étant le représentant du peuple algérien. Et à ce moment-là, on a débouché sur ce que l'on sait, le référendum et l'indépendance. Et le lien avec les Sahraouis aujourd'hui? Eh bien, les Sahraouis sont à peu près dans la même position, peut-être un peu plus faible apparemment. Mais ce sont des gens qui sont déterminés, ils sont absolument déterminés à mener le combat jusqu'au bout. Et croyez-moi, quelqu'un me disait, mais enfin, mener le combat dans le Sahara, ce n'est pas une épreuve facile. Je dis, nous l'avons mené dans la Wilaya 6, le Sahara. Ça n'empêche pas, le désert n'empêche pas la lutte. Maintenant, ceci étant, on en vient, si vous voulez, nous pouvons parler de ce fameux mur qui paraît-il, ne permettrait pas aux Sahraouis. Mais c'est une fiction, parce que ce mur a été d'abord conçu par l'ancien Premier ministre israélien, Ehud Barak, lors de sa présence à l'enterrement du roi Hassan II. C'était là qu'Israël avait conseillé aux Marocains d'établir un mur de défense de sable. Maintenant, la question que je pose, une question technique sur le plan militaire. Le Maroc n'a pas une usine de fabrication des mines. Oui, c'est l'un des murs où le mur le plus il y a une convention d'interdiction de l'usage, de la fabrication et de l'usage des mines. Bon, le Maroc n'est pas signataire, donc il n'est pas tenu par la convention d'Ottawa, c'est ça. Il n'est pas tenu par cette convention. Mais par contre, ceux qui lui fournissent les mines, pourquoi violent-ils cette convention? Alors, je crois que les troupes sahraouies sont quand même maintenant aguerries. Ils connaissent les conditions de combat. Ils sont chez eux. Ils connaissent le désert beaucoup mieux que le connaissaient les Marocains. C'est ce qu'on appelle le principe de guerre asymétrique, M. Djoudi. Exactement, exactement. Et c'est ce qui a fait perdre le Maroc la première fois. Je crois que pour la République sahraoui, puisque là, il faut l'appeler par son nom, le problème n'est pas d'écraser le Maroc militairement. Non. C'est de faire comme l'Algérie, de forcer le Maroc à revenir aux conditions de la résolution, c'est-à-dire le référendum. Alors, juste un mot, puisque vous parlez d'Israël, juste un mot sur l'appel du Maroc à la solidarité d'Israël, solidarité militaire. On dit qu'aujourd'hui, cela sort du cadre marocain et représente une imminente gravité pour la stabilité de la région et prépare une infiltration de l'entité sioniste dans le Maghreb et au Sahel. Est-ce que vous pensez que cette menace est déjà là? La menace dont a parlé l'éditorial El Jaish récemment, menace imminente et a même interpellé la vigilance des Algériens. Est-ce que nous devons avoir peur, M. Djoudi? Écoutez, non, la peur ne figure pas dans mon vocabulaire. Préparer en tout cas à quelque chose de grave. Disons que la vigilance s'impose. La vigilance s'impose. Maintenant, il ne faut pas croire que ces choses nous a pris par surprise, pas du tout. Parce que depuis très longtemps, depuis des années, l'Algérie est parfaitement consciente des objectifs d'Israël dans la région, notamment en Afrique. Je voudrais rappeler
que déjà en 67, Moshe Dayan, avec une espèce de mépris total, avait dit « Si j'avais des frontières avec l'Algérie, j'aurais des raisons de m'inquiéter. Mais avec ceux qui sont les voisins, je ne m'inquiète pas. » Vous voyez le sentiment de mépris et en même temps de reconnaissance que l'Algérie est un grand morceau auquel il ne faut pas se frotter. Ensuite, il y a eu Netanyahou lui-même, qui il n'y a pas longtemps disait de l'Algérie qu'elle était une cible ennemie privilégiée. Ouais. Justement, est-ce qu'il va y avoir une pression sur nous pour aller dans cette tendance de normalisation qui est imposée aujourd'hui, qui est un pas forcé? Mais c'est le but. Oui. C'est le but. Vous savez, il y a une pratique très vicieuse de la part des Israéliens, partout où j'ai été ambassadeur. Il y a toujours eu une volonté des ambassadeurs israéliens, là où il y avait des ambassadeurs israéliens, il y avait une volonté de chercher le contact avec moi, que j'ai toujours refusé, bien sûr. Oui. Mais il y avait toujours cette volonté d'approcher l'Algérie. Mais en réalité, Israël veut sortir du contexte qui existait d'abord. Et à un moment donné, par exemple, elle était vraiment, le champ était clos, puisqu'il y avait des leaders de talent, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, que ce soit le roi Faisal, rahimahullah, qui était intransigeant, sans parler évidemment d'Algérie, qui a toujours eu ce principe fondamental. Il y avait un front. Oui. Et Israël était pratiquement enfermé. Oui. Maintenant, Israël se trouve devant des situations tout à fait différentes. Lorsque, en application d'un plan, et lorsque je dis un plan, ce n'est pas des élucubrations. Il y a une carte qui figure, prenez dans l'Internet, vous l'aurez. Une carte qui avait été faite il y a des années déjà, aux États-Unis, et qui indique une espèce de balkanisation du monde arabe et de l'Afrique. Oui. Alors, s'agissant en particulier de pays comme l'Algérie, il ne faut pas oublier que la décennie noire était, comme je l'ai souvent dit, c'était un facteur exogène. On a d'abord essayé de créer des conditions d'éclatement de l'Algérie. Oui. Bon, ils ont échoué en Algérie, puisqu'il y a la réaction de l'armée nationale à l'époque, qui était difficile, parce qu'on ne faisait pas affaire à un ennemi organisé. Et du peuple, hein. Il fallait infiltrer d'abord le mouvement, oui. Et on a perdu beaucoup d'hommes sur ce plan-là. Mais on a réussi à casser le terrorisme. Deuxième facteur, la Yougoslavie. Ils ont réussi à la démembrer. Ensuite, ça a été la Syrie, l'Égypte, la Syrie et l'Irak. Où en sont les Syriens aujourd'hui? Où en est l'Irak aujourd'hui? Donc et là, c'est pour ça que tout à l'heure je rappelais le fameux pacte Sykes-Picot, oui. Qui avait divisé déjà, qui avait attribué une zone de contrôle par la France d'une part et par la Grande-Bretagne. Oui. Il faut savoir que plus tard, les États-Unis, avec l'accord de Roosevelt et l'Arabie saoudite, sont entrés là-dedans. Parce qu'il y avait toujours la mainmise sur les ressources pétrolières. Mais alors justement, parce que nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, et vous tendez un peu la perche vous parlez de balkanisation. Il y a le célèbre magazine Africasie dont vous parliez tout à l'heure, qui a récemment accusé l'ambassadeur français, actuellement en poste en Algérie, de vouloir printaniser l'Algérie, qui aurait été l'architecte de ce qui est arrivé à la Libye en 2011 et le renversement de Muammar Kadhafi. On terminera là-dessus, Monsieur Djoudi. Je n'ai pas lu cet article, mais je peux vous donner ce qui a été ma pensée personnelle. C'est que ce qui s'est passé en Libye était vraiment conçu, élaboré, appliqué par le président français de l'époque. D'ailleurs, le problème, je ne porterai pas de jugement sur le financement de la campagne électorale par Kadhafi. Ça, il faut laisser la justice française se prononcer là-dessus. Mais il est certain que lorsque M. Sarkozy, avec M. Bernard-Henri Lévy, philosophe entre guillemets, mais représentant du sionisme, se permet de dire « nous venons libérer le peuple libyen ». Et je regrette que les Libyens, à l'époque, avaient marché dans le coup par ignorance des réalités de... Et qui était ambassadeur de France à l'époque?
c'était celui de Roussi. Et notre ministre de l'Information, hier, a mis les choses au point. Il a dit exactement ce qui se passait. Parce que, en termes d'obligation de l'ambassadeur, vous êtes tenu par une réglementation précise qui est codifiée dans la Convention de Genève sur les immunités et privilèges. Une obligation de réserve. Et vous me permettrez simplement de terminer sur un point qui est peut-être important. Oui. Il y a des gens qui s'inquiètent, par exemple, de l'ouverture de consulats à Lyon. À Lyon, frère. Bon. C'est une opération purement politique qui est en contradiction formelle avec les règles de la diplomatie. Oui. Le consulat, l'établissement d'un consulat est soumis à certaines règles, notamment l'accord des deux parties prenantes. Or, la race n'est pas partie prenante dans cette affaire. C'est sur le territoire sahraoui. Membre fondateur de l'Union africaine. Oui. Et ce sont des pays africains, justement, M. Joudi. Mais ces pays africains, écoutez, le mal est là. Lorsque vous voyez les Comores, lorsque vous voyez Djibouti, etc. Mais j'en arrive au deuxième point qui est important. Vous ouvrez un consulat là où vous avez une communauté que vous êtes chargé de défendre. Et là, est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a une communauté, soit des Émiratis, soit comoriennes, il y a des richesses, il y a des richesses sahraouies aujourd'hui. Il y a la politique qui attise les convoitises. Qui a été récemment, et je conclurai là-dessus comme élément d'information, récemment, le royaume du Swaziland, car le nom a changé entre-temps, le royaume du Swaziland a dénoncé publiquement une action du Makhzen qui avait invité leur ministre des Affaires étrangères à Rabat et qui l'avait corrompu financièrement. Oui. Et le gouvernement du Swaziland a fait la mise au point. D'abord, il a limogé son ministre des Affaires étrangères, il a dénoncé cette pratique et il a réitéré son appui au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Ouais. Donc, si vous voulez, ce sont des opérations, les Comores, ces petits États, bon, moi je vous paye et venez, je vous installe. Ouais. Maintenant, il y a d'autres États qui n'ont pas besoin de cet argent, mais qui entrent dans le cadre d'autres plans. Des intérêts à différents il y a d'autres niveaux, plans. malheureusement. Il y a beaucoup à dire, malheureusement, sont tenus par le temps, mais en finale, il y a une conjonction d'intérêts entre des grands lobbies financiers et soutenus par des organisations comme celle de George Soros, qui est un juif hongrois, milliardaire américain, qui a financé ce qu'on a appelé Printemps arabe, par exemple, et qui continue à financer des groupes contre l'Algérie. Et les intérêts d'Israël pour être dans la région. Et Israël, maintenant, n'a plus besoin d'avoir une 5e colonne en Algérie. Il a ses alliés qui peuvent s'occuper de lui donner les renseignements qu'il veut. Mais l'Algérie a déjà prouvé qu'ils perdront la bataille. Ils perdront la bataille. Monsieur Nourdine Djoudi, je rappelle que vous êtes diplomate de carrière, vous avez été ancien secrétaire général adjoint à l'OUA, actuel UA, et vous êtes ancien Moudjahid. Merci de nous avoir apporté votre analyse ce soir sur les derniers développements dans la région. Merci beaucoup. Je vous remercie. Il y a tant de choses à dire. Il y a notre nous vous réinviterons et vous êtes les bienvenus. Notre peuple a besoin de savoir, et je crois au fait qu'il faut donner des informations à notre peuple. Oui. C'est une arme. Et je souhaiterais que les médias fassent aussi ce travail, les journaux notamment. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Djoudi. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt. Bonsoir.